Gaspard, Linky et compagnie, touche pas à mon compteur, l'émission du collectif du même nom. Vous êtes bien sur l'antenne de Radio Transparence et vous êtes bien dans l'émission Touche pas à mon compteur de Maude Pigan. Et bonjour Maude. Florian. 156e émission, pardon. Oui. Ça file. 156 ou même 157, Ouais. j'ai perdu le compte, mais effectivement, ça fait 3 ans, à peu près. Ah oui, 3 ans Ouais. J'étais pas là moi à l'époque. Toutes les semaines. Donc on va commencer par parler de l'action justice, notamment les 5000 plaignants. Mhm. Donc, À Paris, cette fois. Voilà, donc les 5000 plaignants, on le répète, ce sont 5000 personnes qui ont décidé de faire une action collective contre Enedis. Mhm. Ensuite, on va parler de l'aspect résistance citoyenne, Mhm. donc un aspect pour agir et ne pas se laisser endormir, ou berder si je puis dire. On va ensuite parler de l'affaire Benalla, Mhm. Très rapidement, voilà, très Non, rapidement. Donc, parce que tout le monde connaît maintenant. eh oui, Mais en fait, on va parler de ça pour évoquer tout ce qui est faux semblant. pour faire le lien, quoi. Voilà, Bien sûr. exactement. Justice, Mhm. médias, un beau bouquet aujourd'hui. Benalla qui a beaucoup attiré l'attention, on le rappelle. Il aurait menti, il aurait été protégé, tout ça, tu vas nous en parler plus en Mhm. détail. Mhm. Tout à fait. Et ensuite, on va parler du soda, si on a le temps. Si on a le temps, du Ouais. soda, mais surtout par rapport au soda, c'est pas le soda qui compte en fait, c'est également Oui. la manipulation médiatique sur Internet. C'est ça. Voilà, on va y revenir. Alors pour commencer, Paris, une audience donc parmi les 90 procès prévus dans 22 juridictions, si ma mémoire est bonne, donc par le cabinet MySmartCab, donc réunissant 5000 plaignants pour une action collective partout en France, de personnes qui demandent soit à ce qu'on retire leur compteur Linky, soit à ne pas avoir le compteur Linky. Rappelons que ça n'est pas la seule action juridique à ce niveau-là, mais qu'effectivement, il va y avoir là beaucoup de projecteurs braqués sur cette action-là, puisque ça représente beaucoup de personnes. Ils sont 5000, mais ça peut augmenter le nombre C'est une première vague, voyons. Première vague, On verra ce d'accord. qui se passe après, en tout Mhm. cas. Donc ici, je vous cite un article du Figaro Économie, donc les compteurs Linky de nouveau en accusation, donc la partie économie de ce Figaro. Et ça date du 19 février, donc 2019. Ça met le projecteur sur cette audience où plus de 120 personnes ont demandé mardi donc au tribunal de Paris, c'est des mesures de conservation, donc c'est en référé aussi, concernant donc les compteurs Linky. Ce qui m'a intéressé beaucoup dans cet article, c'est l'angle d'attaque qui correspondait cette fois aux données. Rappelons qu'avec 90 procès, ils peuvent avancer dans les différents angles d'attaque concernant ces compteurs et puis faire évoluer leurs arguments aussi au gré des décisions qui sont prises par les juges dans toutes les juridictions. Et donc là, c'est les données. Et il y a un élément qui est particulièrement prégnant, on va dire, qui a été rappelé par maître Christophe Leguevac. L'article nous dit un aspect de son activité qu'Enedis fait miroiter auprès des investisseurs, soulignent les deux avocats, donc l'aspect utilisation des données, big data, etc., qui s'appuie notamment sur un document de présentation de l'entreprise et sur une décision de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, la CNIL. Rappelons que la CNIL est censée dire que, selon la prose d'Enedis, la CNIL est censée dire que tout va bien. On va voir que ce n'est pas tout à fait le cas. Dans le premier, donc document de présentation de l'entreprise, Enedis souligne que si 35 millions de compteurs intelligents sont déployés en France, ils permettront notamment de recueillir, au rythme d'une mesure toutes les 10 minutes, quelques 1800 milliards de lignes de données par an et d'avoir, je cite, une vision 360 degrés du client. Alors, c'est-à-dire de savoir tout sur le client, c'est bien clair. Donc l'objectif extrêmement rassurant et surtout le garde-fou qu'on nous fait miroiter justement à nous, et pas aux investisseurs, d'accord, mais à nous qui est de dire si vous cochez pas la petite case promis juré, on n'utilisera pas vos données, il est tout à fait en contradiction avec le business model que développe Enedis auprès de ses investisseurs, que ce soit dans ce document ou que ce soit dans ce fameux article que je cite régulièrement, où le directeur d'Enedis, Philippe Montloubout, le 11 juillet 2016, avait dit « Nous sommes un opérateur de big data qui gérera bientôt 35 millions de capteurs ».
Voilà. Donc c'est très clair. On est dans un double discours. Et puisqu'on va parler beaucoup de faux semblants dans cette émission, en voici déjà un qui est censé nous rassurer avec le garde-fou de la CNIL, dont on voit l'efficacité majeure, par exemple, vis-à-vis des GAFA, etc., où on a des micros amendes que de toute façon Google ne paye pas, par exemple, quand il se passe quelque chose. J'invite pour voir l'efficacité de la CNIL dans le rôle de contrôle justement de cette jungle des données, j'invite nos auditeurs à écouter, à regarder l'émission de Cache Investigation, Marketing, les stratégies secrètes, que l'on trouve sur YouTube. Marketing, les stratégies secrètes, donc de Cache Investigation. Ils verront l'efficacité, ou en tout cas voilà, l'impact de ce contrôle réellement sur la jungle de l'utilisation des données des consommateurs. On mettra le lien sur le site, ou alors sur un blog que nous avons aussi créé. Alors, rassurons-nous, d'après l'article, quand même, la CNIL avait quand même la perception de l'intrusivité ou l'intrusion possible de cette collecte. On nous dit, dans sa décision du 5 mars 2018, la CNIL juge pour sa part particulièrement intrusive cette collecte de données susceptible de révéler des informations sur la vie privée des personnes concernées. Forcément, ça fait peur. Et voilà. Donc quand même la CNIL, pression ou pas pression, était quand même consciente de la chose. Voilà. Donc ça, c'est un premier faux semblant, c'est-à-dire le fait d'être rassuré sur l'aspect des données. On n'est bien sûr pas du tout dans quelque chose de crédible. Alors par ailleurs, puisqu'on parle de réaction par rapport à ces compteurs, moi je voudrais parler de la commune de Choconin-Neufmontier. Alors, la commune de Choconin-Neufmontier, donc en région parisienne, a passé, si vous voulez, un arrêté en 2016 qui est valide puisqu'il n'a pas pu être débouté par un tribunal administratif dans les temps impartis. Et cependant, là comme ailleurs, Enedis passe outre et envoie ses poseurs. Vous voyez toute l'histoire dans l'article de actu.fr. Compteur Linky à Choconin-Neufmontier, Enedis tente de passer en force. Voilà, on nous dit Choconin-Neufmontier a pris un arrêté en 2016 interdisant la pose des compteurs Linky dans sa commune. Pourtant, Enedis semble vouloir passer outre. Ça date du 20 février 2019. Voilà. Et donc, voilà. Alors, bravo au maire qui semble très déterminé et également souligner les pratiques un peu indignes de non-respect carrément de ces procédures qui sont quand même pourtant légales. Tant que l'arrêté ou une délibération n'a pas été déboutée, elle s'applique. Donc c'est illégal de passer outre là. C'est quand même important d'avoir les maires qui soient contre. Exactement. Et les usagers, les administrés se sentent soutenus, etc. Donc c'est ce qu'il faut faire. Mais là où je voudrais insister, c'est qu'effectivement, en finale, c'est quand même la résistance citoyenne qui est vraiment prégnante, qui est la plus importante. Or, par exemple, nous avons un exemple assez intéressant qui est d'ailleurs passé sur France 3. Ça se passe à Toulouse. C'est une résidence 25 rue des Artistes. C'est une résidence HLM qui, en fait, a décidé de s'organiser avec des personnes qui ont même décidé de mettre en place une sorte de piquet avec une table, des chaises, des boissons, des gâteaux, etc. en bas de leur résidence. C'était quand ça C'était dans la semaine qui vient de s'écouler. Là. Donc, effectivement, ce sont des personnes qui ont suivi les poseurs qui venaient essayer de démarcher, en faisant du porte-à-porte, de démarcher les gens et qui disaient aux gens que ils avaient le droit de refuser, démonter les arguments des poseurs, les arguments classiques dont on a déjà moult fois parlé dans cette émission, c'est-à-dire le fait que le compteur, si on ne le prend pas maintenant, il sera payant plus tard, ce qui est évidemment faux. Une sorte de témoin de Jéhovah. Oui, un petit peu. Il est prélevé sur les factures de tout le monde. L'histoire de la relève à pied payante qui n'est pas votée et que l'on paye de toute façon déjà dans le cadre de nos taxes. Voilà. Plein de choses comme ça. Donc, eux, ils démontaient les arguments et ils soutenaient les personnes, évidemment, puisque quand vous avez 4 ou 5 personnes qui vous aident contre un poseur, qui se fait même insistant, on est plus fort quand même que tout seul. Voilà. Rassurer les personnes ont arrêté, c'était lundi dernier. Puis, ils sont revenus. Ils sont revenus l'après-midi, un peu en douce. Ils en ont posé 2. Donc, du coup, ça a motivé ses habitants pour mettre en place ce piquet de façon permanente et se relayer. Il faut la jouer collective. Voilà, exactement. Donc, dès 8h du matin, ils sont là et voilà.
Donc ils agissent. Donc d'ailleurs, ils font un appel aussi à soutien pour ceux qui veulent venir. Donc j'appelle les Toulousains qui auraient un petit peu de temps à venir les aider au 25 rue des Artistes pour aider au relais, parce que des fois c'est nécessaire que les gens tournent aussi. On ne peut pas rester là en permanence. Et vous savez bien qu'effectivement, si les gens s'en vont, bien les poseurs reviendront. Mais dans l'intervalle, ça fait parler. Ils parlent à tous les voisins, tout le monde s'informe, et donc du coup, ils seront tous au courant. Et ça, c'est une très bonne chose. Donc vive la résistance citoyenne. Et la nécessité de s'y retrouver. Au milieu de toutes ces informations contradictoires, de ce flou artistique. Alors, vous avez vu l'histoire de l'affaire Benalla. Je ne vais pas détailler beaucoup à cette antenne parce que je pense que même nos auditeurs peuvent en être saoulés tellement ils en entendent parler ailleurs. Mais effectivement, je vous cite cet article de France Inter. Donc, Alexandre Benalla a passé sa première nuit en prison. Ça, c'était le 20 février 2019. Il a été soudainement incarcéré mardi soir pour ne pas avoir respecté son contrôle judiciaire. Donc, des contacts, si vous vous souvenez, qui avaient été révélés, alors des contacts avec Monsieur Kras, avec qui il n'aurait pas dû, entrer en contact parce que la justice le lui avait interdit. Suite aux violences policières de mai dernier et qu'il n'a pas respecté, ceci ayant été révélé par Mediapart notamment. Mediapart qui avait fait l'objet d'une tentative d'intimidation à travers une perquisition qu'ils avaient refusée d'ailleurs. D'accord ? Donc on y reviendra tout à l'heure. Donc là, l'idée générale, c'est que moi, ce que je trouve, c'est bien là, que quelque part ça évolue et que ce monsieur ne soit pas toujours dans une impunité complète. Rappelons que le Canard l'avait d'ailleurs révélé l'été dernier. Il y avait eu une perquisition chez Alexandre Benalla et on avait laissé s'échapper mystérieusement un coffre qui contenait des tas de choses, probablement des armes, visiblement, enfin des choses qui étaient anticipées comme étant en tout cas problématiques. Des documents, des armes. Oui, ils sont assez flous sur le contenu, mais en tout cas, ceci aurait été très très pertinent évidemment à récupérer. Et il se trouve que parce qu'on n'aurait pas le droit, soi-disant, de forcer la porte avant 7h du matin, eh bien, les policiers ont dû revenir et quand ils sont revenus, le coffre avait disparu et on a laissé faire. Voilà. Donc, ce deux poids, deux mesures, il est temps que ça cesse, effectivement. Mais surtout, ce que ça révèle, c'est un petit peu la profondeur du marigot. Moi, ce qui m'a vraiment impacté dans cet article, c'est cette phrase, cette référence à un autre article, donc qui fait référence à cette réflexion de François Grosdidier, donc député. Alexandre Benalla a menti, mais ce qui est gênant, c'est que les autres aussi. Et effectivement, ça révèle un petit peu la profondeur de tous les faux semblants dont on nous abreuve jusque-là. Alors pour plus d'infos justement à ce sujet, je vous invite à regarder l'article de Mediapart, Affaire Benalla, le rapport du Sénat met directement en cause l'Élysée. C'est aussi du 20 février 2019. Voilà. Donc, faux semblants, pas toujours évident de s'y retrouver. Je trouve qu'au niveau justice, on en a parlé la dernière fois, la perméabilité potentielle entre l'exécutif et la justice pose question, d'accord ? J'avais déjà cité la dernière fois cet article du 16 janvier du Canard enchaîné, donc 16 janvier 2019, les incroyables consignes du parquet sur les gilets jaunes, d'accord ? Avec des consignes qui visaient à carrément garder les gens sous clé même sans motif pour éviter qu'ils ne repartent grossir les manifestations et puis surtout s'assurer qu'on allait les ficher, quoi. Les retenir pour réduire le nombre de mafieux. D'une part, et puis aussi pour récupérer toutes les infos sur eux, quoi, pour faire une sorte de fichier des opposants, quelque part. Voilà. Alors, puisqu'on parle de perquisition, je voudrais également mentionner cet article du Canard, qui est intéressant également, qui date du 31 octobre 2018 et qui s'intitule « Des perquisitions sévèrement contrôlées », 3 petits points, par des fantômes. Alors c'est un article intéressant qui nous montre comment finalement le juge des libertés accorde de façon finalement très laxe et automatique les perquisitions dans énormément de cas. Alors peut-être que c'est ce qui s'est passé pour Mediapart, allez savoir. Et qu'il y a un élément également, c'est l'aspect zone interdite aux avocats. Lors d'une perquisition, il faut le savoir, normalement un avocat n'a pas à être présent. Donc voilà, je vous cite ce petit encart de cet article-là qui nous dit aujourd'hui, donc, aucun texte ne prévoit la présence d'un avocat lors d'une perquisition. Le 10 octobre, pourtant, le Sénat a adopté, à l'occasion de l'examen du projet de loi de programmation de la justice, une disposition mettant fin à cette anomalie.
Le gouvernement s'y est farouchement opposé et n'a pas caché son intention de faire supprimer cette modification par l'Assemblée. Donc si je récapitule, on est censé, un peu comme pour la CNIL qui est censée protéger notre vie privée, on est censé avoir des juges des libertés qui protègent les personnes de perquisitions abusives, mais finalement, il semble que, y compris au niveau d'une commission du Sénat, on dénonce le fait que ce soit particulièrement lax et automatique, et que ce soit sans l'aide d'un avocat, sans la présence et la garantie de la présence d'un avocat. À savoir quels sont les motifs pour autoriser une perquisition de base. Eh bien, visiblement, il semble être tout à fait disons, secondaire, puisque ça a l'air d'être donné, accordé de façon quasiment automatique sans regarder. En tout cas, c'est léger, quoi. C'est léger. C'est léger, voilà. La protection, on va dire, des personnes est légère. Alors, je vous invite à regarder des perquisitions sévèrement contrôlées par des fantômes, donc du Canard, du 31-10-2018. J'en profite également, puisqu'on parle d'intrusion de la justice dans la vie privée. Rappelons que là, il y a eu Mediapart, mais qu'il y avait eu Mélenchon aussi. Donc là, on aurait une intrusion dans tout ce qui est plutôt révélation par des médias alternatifs un peu de certains scandales. Et puis auparavant, c'est perquisition chez des opposants politiques avec récupération de tout leur carnet d'adresses, tous leurs fichiers, tous leurs données, etc. C'est pas tout à fait digne d'une démocratie tout ça. Et d'ailleurs, donc je voudrais vous citer cet autre article donc du Canard enchaîné aussi. Celui-ci, ça date du 7 novembre 2018 et ça s'intitule « La justice laisse les policiers farfouiller librement dans la vie privée ». Je vous lis le sous-titre. Quasiment en secret, elle a donné à la PJ, donc c'était, il me semble, du côté de Paris, mais voilà. Donc elle a donné à la PJ le droit de réquisitionner des documents sans l'aval d'un magistrat. Et la chancellerie veut aller encore plus loin. Voilà, donc ça vous laisse imaginer quelque part que les perquisitions peuvent être déjà approuvées de façon très libérale, mais également on pourrait même se débrouiller sans perquisition officielle. Voilà. Donc ça, c'est pour montrer les aspects, effectivement, perméabilité potentielle entre l'exécutif et la justice, sachant qu'également, on a vu avec cet élément-là que je viens de citer, que le gouvernement n'est pas pour une présence, on va dire, d'un avocat qui pourrait au contraire garantir l'intérêt des justiciables. Et je voudrais donc faire référence à cet autre article du Canard enchaîné du 3 octobre 2010 qui s'intitule « Macron fait passer l'indépendance du parquet du vœu pieux à la farce. L'Élysée est à la recherche de son nouveau procureur de Paris. Les candidats se bousculent. Soumission appréciée. » Voilà, donc ça s'intitule « Macron fait passer l'indépendance du parquet, du vœu pieux à la farce ». Ça date du 3 octobre 2018, donc voilà. Alors, puisqu'on est en train de parler de médias, enfin entre autres, pardon, de faux semblants, je voudrais parler des faux semblants médiatiques, justement. Un élément en date, dernière en date, un incendie de Linky, encore comme d'habitude, que j'évoque régulièrement à cette antenne. Alors ça, c'est pas mal. On mettra l'image soit sur le site, soit sur le blog dont je vous parlais tout à l'heure, qui sera en lien sur le site de Radio Transparence. Donc, c'est La Voix du Nord. La Voix du Nord, donc du 7 février, qui titrait, avant nettoyage de l'article, au bout d'une heure, « Bapaume, feu de compteur Linky, les pompiers interviennent ». Une heure après, ce titre révélateur était devenu « Bapaume, de la fumée près du compteur, les pompiers interviennent ». Donc un article censuré la question se pose. Et rectifié surtout. Rectifié en tout cas, ça c'est très clair. Et alors rendu beaucoup plus neutre en tout cas, c'est ce qu'on peut dire. Donc ça c'était une heure après, le 7 donc février dernier. Je vous invite à aller le chercher. Donc les pompiers de Bapaume sont intervenus hier mercredi pour un début d'incendie. Ça c'est le premier article. Article modifié, une heure après, les pompiers de Bapaume sont intervenus hier mercredi pour un dégagement de fumée. À gauche, la légende de la photo indique « Le feu avait pour origine un compteur Linky selon les secours ». À droite, elle a disparu, cette mention. Et finalement, à gauche, sur place, les soldats du feu ont constaté que le sinistre avait pour origine un compteur Linky, article d'origine, article rectifié. Selon l'occupant de la maison, le sinistre avait pour origine une boîte à fusibles ancienne. Et finalement, vous avez quand même rajouté, pour un petit peu de décence, dans le deuxième article, une équipe de RDF s'est également déplacée sur place pour remplacer le compteur défectueux.
Parce que mine de rien, quand même, faut pas exagérer. Donc beaucoup de rectifications. Hein. Beaucoup de rectifications et où surtout la mention du Sur compteur des Linky points, a soigneusement ouais. disparu. Mhm. Hein, voilà. Et puis on n'est plus à un incendie, feu de compteur Linky, on est à de la fumée près du compteur. Hein, voilà. Donc ça, je voudrais souligner la difficulté à se renseigner réellement dans tout ce magma, on va dire, informationnel, juridique, politique, etc. Et je voudrais parler quand même, parce que ça fait plusieurs semaines que je voudrais évoquer cela, puisque on nous dit que la confiance des Français est à son plus bas historique dans les médias. Et la confiance dans les médias à son plus bas historique, c'est Europe 1. Ça date du 24 janvier 2019. Que ça aurait chuté vertigineusement en 2018, eh bien, les personnes se tournent parfois sur la possibilité de se renseigner sur Internet, et c'est très très bien. Sauf que parfois, eh bien, il y a une manipulation là également. Je voudrais vous évoquer un autre article du Canard qui date du 8 août 2018, qui s'appelle « Il était une fois le soda », et où on nous montre quelque part que quand on tape maladie du soda, qui serait visiblement un problème de foie lié à trop de sucre, lié à ce que contiennent ces sodas, eh bien, on arrive finalement à des liens disons, sponsorisés par l'industrie justement du soda, et qui nous mettent bien à l'aise par rapport à tous ces risques, et nous disent qu'effectivement, il n'y a aucun rapport, etc. Donc, quelque part, voilà, vous avez une personne qui cite cela. Alors, je vais vous parler de ce gars-là. Il s'appelle Dominique Lannes, auteur du livre sur la maladie de Nash, la maladie de la malbouffe à Flammarion. Il nous dit, c'est comme si en tapant cancer du poumon dans Google, on tombait en premier sur le site de Marlboro. Voilà. Donc autant vous dire que même en essayant de vous renseigner sur Internet, là aussi il faut garder son bon sens, parce que les faux semblants ils sont nombreux, et on essaye de vous orienter vers des informations qui plaisent à l'industrie et qui vous évitent de révéler des choses particulièrement gênantes. Voilà. On parlera peut-être la semaine prochaine, si on a un peu plus de temps. Est-ce qu'on arrive à la fin Voilà, je crois qu'on arrive à la fin de l'émission de ce livre d'un lanceur d'alerte Caius Romance avec 2 M qui a contribué au développement de la patate OGM aux États-Unis, qui a sorti un livre qui s'appelle Pandora's Potatoes, The Worst GMOs, donc les pires des OGM, et livre qui a été censuré au bout de 1 mois ou 2 maximum, y compris sur Amazon. Voilà. Donc pour se renseigner, pour avoir des informations vraies, réelles, pertinentes, etc., quand on est un simple citoyen, ça devient vraiment la jungle, parce que les faux semblants sont partout, au niveau médiatique, au niveau policier, au niveau judiciaire, au niveau politique. Merci. C'est pas facile. Merci beaucoup, Maud. À bientôt. À la semaine prochaine.